La maman qui a, le parent qui a la forme AC, vous direz qu'il a une hémoglobinopathie de type AC hétérozygote. Le parent qui a CC, vous direz, il a une hémoglobinopathie de type CC, état homozygote. Mais tant qu'on n'a pas l'hémoglobine S, on ne parlera pas de drépanocytose. Il y a un petit lapsus quand vous dites cliniquement et biologiquement codominante. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris ces notions-là. Et moi, ce que je vous conseille, si vous ne comprenez pas certains termes ou certains concepts, n'en parlez pas. Parce que parfois, cela peut se retourner contre vous. Parce que quand vous prenez des diapositives et vous les copiez-collez et que vous ne comprenez pas le contenu, ce n'est pas la peine. On ne peut pas dire que c'est une maladie qui est cliniquement et biologiquement codominante, non. La codominance, c'est uniquement à la biologie. D'accord? Mais pas à la clinique. La codominance, c'est quoi? On vous dit une maladie, elle est soit dominante, soit récessive. Dominante, cela veut dire que même s'il y a un seul gène, la maladie s'exprime. Donc là, c'est le poids du gène. Récessive, on vous dit, la maladie ne s'exprimera que lorsque les deux gènes sont présents. Et lorsque un seul gène est présent, on a une forme partielle. Cela est vrai dans la drépanocytose, mais sur le plan clinique. Sur le plan clinique, les enfants symptomatiques sont les enfants qui ont le gène à 2 copies. Par contre, sur le plan biologique, quand vous faites un examen complémentaire, vous demandez par exemple au test ML que le gène soit présent en double copie ou en une seule copie, le test ML sera positif. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette notion de dominance, codominance ou absence de codominance. Donc, sur le plan clinique, c'est une maladie qui est récessive. Sur le plan paraclinique, c'est une maladie qui est codominante. Parce que même s'il y a un seul gène, le test ML devient positif. Alors, je sais que vous ne m'entendez pas, il y a une coupure de courant. Les commentaires, j'étais au niveau du plan. Et dans le contenu, je crois, on est en train de discuter la notion de dominance et de codominance. Est-ce que c'est clair, cette notion? Oui, professeur. Donc, sur le plan épidémiologique, donner quelques références de l'OMS au niveau mondial, puisque c'est une maladie un peu à distribution quand même, je dirais pas homogène. Vous aurez des pays où vous aurez de fortes prévalences et des pays où de faibles prévalences. Donc, essayez de prendre un peu les références de l'OMS et insister sur la région d'Afrique subsaharienne, le Sénégal et les données locales. L'intérêt, vous en avez parlé après l'épidémiologie, le diagnostic, la nouveauté ces dernières années, c'est la possibilité de faire des tests de diagnostic rapide. Cela a révolutionné vraiment le diagnostic. Maintenant, au lieu d'attendre une analyse qui vous donne le profil électrophorétique, vous pouvez avec un simple test au niveau du doigt avoir le profil génotypique de la maladie à l'instant T, comme vous le faites avec le test de diagnostic rapide pour le paludisme. Et cela vraiment a un peu amélioré le diagnostic dans la maladie drépanocytaire. C'est important. Ce n'est pas encore le cas dans nos pays. On utilise ces tests uniquement dans des études, mais on devrait aller vers la généralisation de ces tests. La prise en charge, je vous l'ai dit, dans l'intervention d'un de vos collègues, elle est essentiellement préventive. Elle est essentiellement préventive, elle est symptomatique, mais attention, la prise en charge étiologique est possible actuellement. On peut guérir d'une drépanocytose, soit par la greffe de cellules souches hématopoïétiques, ou bien par la thérapie génique. Et cela, il faut vraiment le dire, aussi bien dans l'intérêt que dans les moyens thérapeutiques. Il faut citer les deux. La thérapie génique, c'est la dernière des thérapies dans la drépanocytose. Et il y a également ce qu'on appelle l'immunothérapie. Donc, il y a des études qui ont montré que de la même façon qu'on utilise l'immunothérapie dans le traitement de certains cancers et de certaines maladies inflammatoires chroniques, il y a des études qui sont en train d'être faites pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette immunothérapie dans le traitement de la drépanocytose. C'est à l'état d'étude. Et quel que soit vraiment l'état de recherche, la prévention reste l'élément clé dans la prise en charge de la drépanocytose.
Et cette prévention, en général, elle est articulée autour de l'éducation thérapeutique. Donc, il faut dès l'intérêt parler de l'éducation thérapeutique parce que c'est une entité qui a également sa place dans la prise en charge de toutes les maladies chroniques, particulièrement de la drépanocytose, et la prise en charge psychosociale. Ce sont deux choses différentes, il faut les rajouter dans l'intérêt. La physiopathologie, c'est bien, vous l'avez expliqué, et moi, je dirais qu'il y a un peu de déséquilibre dans la présentation. Par exemple, les généralités, vous avez eu beaucoup de diapositives. C'est bien parce qu'elles vous permettent de comprendre. Mais ce qui est important serait que la physiopathologie vous aide à ressortir l'ensemble des symptômes, l'ensemble des complications et même votre attitude thérapeutique ultérieure. C'est à partir de ce moment seulement que votre physiopathologie devient intéressante. Mais si vous décrivez la physiopathologie, vous faites du texte, après le texte, vous faites un schéma, c'est un peu décalé. L'idéal, c'était de projeter le schéma et d'expliquer ce que vous dites dans le texte, mais à partir de votre schéma, de sorte que le discours, il est articulé, il est cohérent et il est basé sur un schéma que vous êtes en train de projeter et les gens comprennent. Par exemple, au lieu de projeter deux schémas pour expliquer la physiopathologie et les complications, vous en faites un seul schéma. De la mutation aux complications. Et à chaque étape, vous dites qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui est à l'origine de tels symptômes, comment faire dans la prévention pour éviter ce symptôme, ou bien comment faire dans la prise en charge curative pour régler définitivement le problème. Donc, il faut vraiment avoir cette approche dès le départ. Cela facilite la compréhension de la suite. Et les complications, il faut bien les sérier, sont les complications aiguës et les complications chroniques. Alors, dans l'étude de description, je l'ai dit dans le commentaire, il faut choisir une forme. Et puisque la douleur est le symptôme le plus fréquent, prenez une forme douloureuse. Vous dites crise vaso-occlusive, vous donnez une topographie, soit osseuse ou bien syndrome pied-main. Vous décrivez cette forme-là, ensuite vous décrivez les autres formes de douleur avec les autres topographies possibles. Et maintenant, vous décrivez les formes génotypiques. Les formes génotypiques, SS, SC, S-bêta 0, S-bêta plus. En décrivant la forme clinique, vous dites qu'elle évolue en deux modalités. L'état basal, vous donnez les caractéristiques de l'état basal avec l'anémie hémolytique compensée, triade de Chauffard compensée, ou bien elle évolue vers des complications. Et vous décrivez les complications, soit dans le type de description, soit vous dites, nous allons les voir dans les formes compliquées. Et arrivé au niveau des formes compliquées, vous les citez et vous les décrivez toujours clinique, paraclinique. Complications aiguës, vous les citez. Vous les citez, par exemple, quand vous parlez de l'anémie aiguë, vous dites anémie aiguë ou déglobulisation, c'est pareil. Vous expliquez le mécanisme. Normalement, le mécanisme aurait dû être expliqué dans la physiopathologie, mais vous pouvez faire une phrase de mécanisme. Ensuite, vous donnez la particularité clinique de cette forme. Si c'est une séquestration, vous dites qu'est-ce qui fait la particularité? C'est la douleur, c'est le collapsus cardiovasculaire qui va évoluer vers l'état de choc, c'est la splénomégalie. Sur le plan biologique, c'est l'anémie sévère sans modification du taux de réticulocytes. Vous voyez un peu? Alors que dans l'hyperhémolyse, c'est le contraire. Vous avez un enfant qui a une anémie qui est très sévère, mais il y a une majoration des signes d'hémolyse. Un ictère qui est franc. Et quand vous faites l'hémogramme, vous allez trouver que les réticulocytes sont très élevés. Dans l'infection, vous aurez la fièvre, vous aurez des antécédents d'épisodes infectieux dans les jours précédents et vous aurez, si c'est une érythroblastopénie, en tout cas à parvovirus B19, vous n'aurez pas les réticulocytes qui sont augmentés. Alors que dans la définition de l'anémie hémolytique, on vous dit que les réticulocytes sont normaux augmentés. Alors que dans l'érythroblastopénie, comme son nom l'indique, carence d'érythroblastes, vous aurez une réticulocytopénie. Vous voyez un peu? Donc, les trois entités ont des traits communs, mais ils ont des traits distinctifs. Et vous, dans la description de ces formes cliniques-là, vous devez faire ressortir les traits distinctifs parce que le jour où vous allez recevoir l'enfant à la garde ou lors de votre consultation, ce sont ces éléments distinctifs qui vont vous orienter vers une ou l'autre des entités.
Sinon, vous allez demander des examens complémentaires dans tous les sens et ce n'est pas bon.